Bonjour à tous. Alors on va enchaîner avec la prochaine conférence présentée par Jean-Luc Berthier, qui est spécialiste des sciences cognitives, de l'apprentissage et de la formation, proviseur honoraire et fondateur de l'organisation Sciences cognitives dans la classe. Coniclass, pardon, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Et donc sa conférence aujourd'hui est intitulée Sciences cognitives dans la classe, quel impact ? Voilà, merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, merci aux organisateurs. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui est éminemment d'actualité, tout simplement parce qu'il concerne les apprenants, c'est-à-dire les élèves et les étudiants. Il n'y en a que 14 millions en France, donc c'est pas un thème négligeable. Et il y a quand même 1 million d'enseignants qui sont concernés. Alors, j'introduirai cette conférence par des bonnes nouvelles. Alors, ça fait du bien, parce que ces temps-ci, il n'y en a pas tellement. Donc, la première bonne nouvelle, c'est que depuis quelques décennies, les recherches sur la cognition de l'apprentissage se sont considérablement développées. Et donc, il est temps maintenant que cette validation de connaissances touche les intéressés, c'est-à-dire les élèves et les enseignants. Donc, il y a suffisamment d'éléments validés par la recherche pour qu'on puisse les mettre sur le terrain de la classe, donc dans le paysage de la formation. La deuxième bonne nouvelle, c'est que tout ce que nous proposons, tout ce qui est proposé dans le cadre des sciences cognitives de l'apprentissage, en fait, c'est facile à mettre en œuvre. C'est facile à mettre en œuvre. Donc, dans notre organisation, je la présente très rapidement, nous existons depuis 11 ans, j'ai 50 collaborateurs, qui sont des enseignants formateurs, des équipes de chercheurs, on a des experts, voilà, et puis on a des cadres du système scolaire. Et on a derrière des milliers d'enseignants qui mettent en œuvre nos préconisations pédagogiques, éclairées par les sciences cognitives, et ça veut dire que nous travaillons alors on a essayé d'évaluer, mais on ne sait pas combien. Je pense que nous travaillons à peu près sur 100 à 200 000 élèves actuellement, aussi bien en France que dans les pays étrangers, Afrique, Moyen-Orient, etc. On a des pôles répartis un petit peu partout. Alors, ce qui nous caractérise, c'est que nous travaillons intimement avec le milieu de la recherche. Il y a plusieurs labos très importants, je pense en particulier au laboratoire de psychologie de développement de l'enfant de la Sorbonne, mais aussi le conseil scientifique du ministère, qui est un ensemble de chercheurs, et puis l'INSERM, l'Académie des sciences, etc. Donc, on travaille avec eux. J'ai la chance d'avoir un réseau important, parce que j'étais pendant assez longtemps, moi je suis un ancien proviseur, mais j'ai été chargé de la formation de l'ensemble des chefs d'établissement de France, et donc j'ai un réseau relativement important, si vous voulez, des personnels de direction des établissements scolaires, et en interface avec les responsables académiques, départementaux, etc. de l'éducation, et jusqu'au sommet de la pyramide scolaire. Et puis ce qui nous caractérise, c'est la mise en œuvre de tout cela dans les classes. Comme je vous le disais précédemment, on a quelques milliers de ce qu'on appelle des coniclasses, reconnus partout, qui mettent en œuvre des stratégies pédagogiques qui sont éclairées par les sciences cognitives. Je termine avec les bonnes nouvelles. Donc, dans les bonnes nouvelles, la dernière, c'est que c'est le moment. C'est le moment d'essayer de trouver des solutions par le levier des sciences cognitives à des maillons faibles de l'apprentissage. On va y revenir un petit peu longuement à travers de multiples exemples, mais si vous voulez, il n'est plus concevable d'avoir un système scolaire qui laisse sur le côté un nombre important d'élèves qui sont en but à la difficulté d'apprentissage. C'est quoi la difficulté scolaire? Ça vient d'où? Etc. Comment on peut résoudre cela? Comment on peut modifier les pratiques pédagogiques par des parcours plus différenciés? Comment on peut préparer mieux chaque enfant pour le monde qui va advenir pour lui? Comment faire? Alors, on va prendre les choses un petit peu par la base. Alors, si vous voulez, l'objectif de mon organisation, c'est optimiser le développement des fonctions cognitives chez l'humain. Et il y a là, chers amis, une petite révolution de pensée. Est-ce que l'école
qui est normalement là pour préparer l'enfant au monde adulte, personnel, professionnel? Est-ce qu'il est là simplement pour acquérir des savoirs et développer des compétences, je dirais, pré-professionnelles? Ou est-ce qu'il est là pour développer la personnalité globale de l'enfant? Alors là, c'est une remarque très, très forte que je vous fais passer là. Est-ce que la mission de l'école ne doit pas s'élargir au développement des fonctions cognitives qui permettent à tout un chacun de penser, d'agir, de communiquer, d'apprendre, etc. Et ça, c'est vraiment l'enjeu majeur de l'arrivée des sciences cognitives dans les objectifs scolaires. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je l'évoquais rapidement juste avant, réduire la fracture scolaire. Le système français, mais pas que, est très fort pour fabriquer de très bons élèves. On est très fort là-dedans, mais on n'est pas très bon pour la formation des enfants qui sont en difficulté. Troisièmement, en haut, c'est est-ce que les pratiques pédagogiques moyennes correspondent à la manière dont le cerveau fonctionne pour apprendre? Et c'est là l'interrogation centrale de notre affaire, et c'est ce que je vais essayer un petit peu de vous faire passer ce matin. Est-ce que la pédagogie est en harmonie avec la manière dont le cerveau fonctionne? Eh bien, pas sûr. Alors, ce n'est pas un procès de l'apprentissage tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Il s'y passe des choses formidables. Mais il y a des variables d'ajustement absolument indispensables. Et cet ajustement-là, il nous provient de la recherche sur la cognition de l'apprentissage. Je vais vous en parler un petit peu de façon extrêmement concrète. Et alors, on s'est aperçu aussi que améliorer la performance d'apprentissage avait des effets collatéraux extrêmement positifs sur le climat de l'apprentissage. Dans les enquêtes de l'OCDE, des pays comme la France, mais pas que, arrivent en queue dans est-ce que pour un élève, c'est agréable d'apprendre? Est-ce que c'est attractif d'apprendre? Est-ce qu'on est bon dans le rapport entre l'élève, son statut d'apprenant et tout l'aspect qu'on dénomme maintenant sous le qualificatif de métacognitif? Est-ce qu'on est bon? Eh bien, on n'est pas si bon que ça, et ça a des répercussions sur le positionnement des enseignants par rapport à l'acte d'apprendre. Donc, si on arrive à utiliser comme levier une meilleure adéquation entre j'utilise cette pédagogie et le cerveau de l'élève fonctionne d'une certaine manière, si on arrive à améliorer cette adéquation, on joue sur un petit peu tous ces paramètres-là. Le cerveau fonctionne avec une complexité absolument inimaginable, évidemment, je ne vous apprends rien bien sûr. Mais les experts, depuis très longtemps, ont essayé de classer ce qu'on appelle les fonctions cognitives en 8 catégories. Ce qui nous permet d'agir dans la vie, d'apprendre, d'être ce que nous sommes. Il y en a 8 fondamentales, on revient toujours dessus. Est-ce que vous seriez capable, je n'ai mis que les initiales, est-ce que vous seriez capable de dire à quoi ces 8 fonctions cognitives de base correspondent? On y va? Oui. Alors, parlez bien distinctement parce que vous avez le masque. En troisième position, on a la mémoire de travail. Très bien. C'est quoi votre prénom? Camille. Bravo Camille. Autre, on y va. M. Mémoire. A. Attention, bravo. I. Bravo, super. Inhibition. F. M. La flexibilité mentale. R. Réflexion est un terme un peu large, c'est un peu plus précis, c'est le raisonnement, c'est-à-dire la manipulation des informations pour conduire la résolution d'un problème, etc. P. Non.
c'est la planification. C'est-à-dire l'organisation avec toute notre logique, tous les éléments de la logique, et également la chronologie des choses, etc. Et alors, ce qui peut-être couvre l'ensemble et qui tente à se substituer au concept d'intelligence. Alors, on pourrait appeler intelligence peut-être la mise en activation de l'ensemble de toutes les fonctions cognitives, mais ce qui recouvrerait peut-être l'ensemble, c'est la résolution de problèmes. C'est un peu ça l'idée. Alors voilà, donc pour revenir à mon propos liminaire, c'est est-ce que l'école développe chez chaque enfant l'ensemble de toutes ses fonctions qui va lui permettre d'optimiser son être à l'intérieur de la société et par rapport à lui-même. Est-ce qu'il répond à ces objectifs-là? Eh bien, pas que. Pas que. Si vous prenez par exemple l'attention, on sait vaguement, fait attention, etc. C'est un terme très vague, mais c'est un peu compliqué. Ce terme-là, dans les référentiels ministériels, je pense aux référentiels sur les savoirs, compétences et culture, etc., ce mot-là, sur 40 pages de texte, n'est présent qu'une fois. Est-ce qu'on développe la mobilisation attentionnelle des élèves alors que cette fonction cognitive est tellement importante pour exécuter, pour mémoriser, pour communiquer, etc. Vous voyez qu'il y a des faiblesses, il y a des manques. Donc, en fait, mémoire, attention, ce sont vraiment les axes de base. Et quand on commence à faire rentrer ces fonctions exécutives dans la vie de la classe, les profs disent « Ah, mémoire, il faut vraiment qu'on s'y intéresse, parce que c'est par la mémoire, qui est un concept extrêmement large. La mémoire, c'est le passé, c'est le présent, c'est la mémoire prospective, etc. C'est une grande partie de notre outil, si vous voulez, pour vivre. On ne sait pas trop comment ça marche. Alors, on ne sait pas tout, bien sûr, mais on en sait suffisamment pour modifier un petit peu la manière pour les élèves d'apprendre. L'attention, mémoire de travail, merci Camille de l'avoir dit, la flexibilité mentale et l'inhibition, ce sont peut-être, c'est pour ça que je les ai surlignés en jaune, ce sont peut-être les 3 fonctions cognitives sur lesquelles il conviendrait peut-être de travailler un peu mieux au niveau de la formation des élèves. Ensuite, les autres, ce sont plutôt des fonctions en méta. On peut difficilement leur donner un objectif extrêmement précis en classe. Alors, je vais commencer par la mémoire de travail. Alors, la mémoire de travail, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous. C'est un ensemble d'activations neuronales qui sont plutôt positionnées là, derrière le front. C'est l'atelier exécutif du cerveau. C'est celui qui capte les informations aussi bien exogènes de l'extérieur par la voie sensorielle, etc., comme l'ont évoqué les intervenants précédents, mais aussi tout ce que nous avons à l'intérieur de nos cerveaux, cette espèce de manipulation des informations qui fait qu'on va réarranger nos arborescences neuronales, les ajuster et faire que la connectivité s'améliore, faire que tout ça circule beaucoup mieux à l'intérieur de notre cerveau. Et donc, dans la mesure où on améliore, où on ajuste, où on développe les connexions entre les neurones, on apprend. Donc, la mémoire de travail, c'est un peu le poste de pilotage de toute la cognition de l'individu. Et alors, c'est chez l'humain en particulier, mais pas que. Le premier intervenant tout à l'heure que j'ai vu l'a très très bien présenté au niveau des chimpanzés, etc. Et cette mémoire de travail, qui est fabuleuse chez l'homme humain, chez l'humain, pardon, elle a 2 limitations. Une limitation temporelle, c'est-à-dire que lorsqu'elle est saisie par des informations, ces informations y restent très subrepticement. Et il va falloir pendant ce temps-là que le cerveau manipule correctement pour arriver à en faire quelque chose, pour que ça change quelque chose. Et donc, on voit bien que cette manipulation, elle est orchestrée par l'enseignant.
Donc il va falloir qu'il joue très bien avec les qualités de la mémoire de travail, en particulier la limitation temporelle, mais aussi la limitation quantitative, pour arriver à optimiser la façon dont l'élève apprend lorsqu'il est en situation. Je vais vous présenter des chiffres. OK? On y va. Quel était le premier chiffre de la liste? 4. Quel était le premier chiffre? C'était 4. Oui, c'était 4. Alors, c'est relativement normal que vous vous en souveniez. Parce qu'il y a eu l'effet de primauté, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un ensemble de transmissions d'informations, c'est plutôt les premières informations qu'on a tendance à retenir. Les orateurs politiques, etc., le savent bien, les premiers mots sont toujours les mieux retenus. On continue. Voilà un nouveau chiffre. Quel était le deuxième? Quel était le deuxième? Pas mal. Alors, vous arrivez à le dire, mais peut-être sentez-vous dans votre esprit qu'il commence à y avoir une petite confusion. Oui, ok, oui, je pense que ça doit être 9. OK. Mais il commence à y avoir ce qu'on appelle des interférences cognitives, c'est-à-dire il y a des informations qui arrivent, nouvelles, on essaye de les capter, l'attention est moins bonne, et puis la mémorisation, est-ce qu'elle est encore aussi efficace, etc. En tout cas, bravo pour le 9. En voilà un autre. Quel était le troisième? 7. Et vous? 7 aussi. Vous êtes solidaire avec votre camarade? C'était quoi? 7. Alors c'était 7. Mais peut-être sentez-vous que plus on avance, moins c'est évident. Il y a tout un tas de mécanismes interférentiels d'estompage de la perception des informations qui fait que plus on avance, si vous voulez, plus ce qui a été capté, perçu, commence à devenir un petit peu flou. Alors, voici un nouveau chiffre. Et alors, évidemment, je vais vous demander quel était le quatrième. 2. Vous êtes étudiante en quelle discipline? En psychologie. Eh bien, elle est bien, notre étudiante en psychologie. Et si vous voulez, ce que vous avez essayé de ressentir, c'est exactement ce qui se passe lorsque, à l'élève, on apporte des informations et des informations dans un espèce de flot continu d'informations. Donc, il va se passer à l'intérieur de la mémoire de travail des phénomènes d'extinction, d'estompage, etc., de confusion de plus en plus croissante au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Ce temps étant de quelques minutes, si vous voulez. Donc, on voit là, si vous voulez, qu'il y a une gestion temporelle de la mémoire de travail qui ne peut pas retenir aussi précisément qu'au moment même où il a capté l'information, au fur et à mesure que le temps s'écoule. Alors, ça veut dire qu'on va attirer l'attention de l'enseignant sur, par exemple, 5 techniques pédagogiques. La première, c'est est-ce que je vais gérer la longueur de mes explications? Parce que je sais que après un certain temps, ce qu'on a dit au début, ça commence à être oublié. Par exemple, si vous faites lire un texte relativement long à un enfant, je dirais de 11 ou 12 ans, si le texte est suffisamment long, lorsqu'il arrive à la 20e ligne, c'est beaucoup plus flou, si vous voulez, ce qu'il a commencé à lire au début. Donc quand on lui demande « alors, c'est quoi les idées principales du texte ?» etc., ou voilà... Déjà, il a oublié pas mal de choses. Donc, ça veut dire qu'il faudra le prof doit être vigilant sur la longueur des explications. Ça veut dire aussi qu'il devra serrer les choses. Je cherche le verbe exact.
faire des mini-synthèses régulières, etc. Et non pas avoir un flot continu, parce qu'au fur et à mesure que les minutes et les dizaines de minutes passent, ça commence à échapper à l'enfant. Troisième chose, les sélections des essentiels. C'est quoi, dans un discours pédago, où il y a présentation du contexte, illustration, tout un tas de choses, c'est quoi l'essentiel ? Et donc l'enfant a besoin qu'on lui fasse émerger l'essentiel, et ce sont sur ces essentiels-là qu'on va porter la stratégie de mémorisation. Autre technique, ce qu'on appelle les minutes mémo, c'est-à-dire je vous ai fait une explication pendant 10 minutes, on ferme les cahiers, etc. Alors, c'était quoi les idées essentielles depuis ces 10 dernières minutes? Donc ça permet d'établir une sorte de relief, de mise en émergence des points principaux ou pas. Et puis alors évidemment, il y a les activités de traitement. C'est-à-dire que tout apport d'information, en particulier sur les essentiels, doit immédiatement ou très rapidement donner lieu à des activités de traitement. Alors, tout ça vous paraît peut-être évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, autre exemple, je vous présente des chiffres. Je ne vais pas vous les présenter longtemps et je vais vous demander de les retenir. Toc. Vous en avez retenu combien? Combien? 7. Pourquoi vous dites 7? Ça vous paraît cohérent. Vous en avez retenu combien? 9, je pense. Pas mal. Et vous, madame? Oui, ok. Donc, alors je ne sais plus combien il y en avait, une dizaine, etc. Ça veut dire que s'il y a trop d'informations en même temps, la mémoire de travail, si on la compare à une sorte de réservoir de traitement, a sa limite. Donc il y a une limite quantitative qu'on appelle l'empamnésique, qui fait que ça se situe effectivement autour de 7-8. Mais c'est à prendre avec beaucoup de précaution, parce que ça dépend. Peut-être que vous avez eu une stratégie pour voir, alors il y en a peut-être 2 pareils, où ça se suit de telle façon, etc. Donc il y a déjà une espèce de manipulation des informations qui fait... Alors combien, qu'importe, en tout cas, il y a une limite quantitative de la capacité de la mémoire de travail à traiter les informations. Donc ça veut dire, par exemple, que un tableau rempli, etc., c'est maladroit. Parce que l'élève ne peut pas faire attention à tout, etc. La longueur des textes, le design des supports, etc. Le rythme des explications. Si ça va trop vite, la mémoire de travail ne peut pas retenir pendant un temps court des informations pour pouvoir les traiter et a fortiori les retenir. Il y a aussi cette idée de la triple présentation. Vous savez, pendant longtemps, on a cru, c'est un mythe, hein, on a cru qu'il y avait des gens qui avaient surtout un profil visuel. Ceux qu'ils voyaient étaient mieux retenus, d'autres plutôt un profil auditif, et des troisièmes plutôt un profil imagé. Voilà, des choses comme ça. Alors des profils, il y en a des dizaines. En fait, c'est une erreur, c'est un mythe, parce que la mémoire de travail, elle traite simultanément tous les modes en même temps. Elle est conçue, si vous voulez, elle a à l'intérieur des modules spécialisés dans l'auditif, d'autres spécialisés dans le visuel, d'autres spécialisés, etc. Et l'exemple de la cognition incarnée était vraiment très intéressant par l'intervenant précédent, parce que ça veut dire que c'est quand même d'une grande complexité, mais une information, elle peut être captée à travers des stimulations un petit peu différentes. Voilà. Alors, la triple modalité, c'est l'idée, c'est une information est mieux captée a priori lorsqu'il y a une transmission auditive, c'est ce que je fais en vous parlant, verbale en mettant en exergue des points essentiels, et imagée par exemple, la figure du bas à droite. Quand vous avez la triple présentation, vous avez un impact dans la mémoire de travail qui est beaucoup plus considérable. Alors, il y a une autre dimension, on va un peu vite, hein, je surfe un peu, qui est le concept de complexité
versus simplexité, c'est-à-dire la manière dont on résout la complexité pour qu'elle soit assimilable et traitable par la mémoire de travail. La complexité, c'est pas simplement l'étudiant en 5e année de physique nucléaire, etc. C'est valable aussi pour l'enfant. C'est-à-dire ce mélange d'informations qui vont ensemble, mais qui peuvent être aussi un peu en tension, qui peuvent être aussi en contradiction, etc. La complexité, c'est un peu ça. Et donc, à tout âge, tout niveau, l'enfant est soumis au traitement de la complexité, de toute situation, de toute explication, etc. Alors, comment la mémoire de travail traite-t-elle la complexité? Eh bien, s'il y a trop d'arguments autour d'une même problématique, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc, il faut résoudre ce problème de la complexité, soit en décomposant en étapes, c'est ce que l'on appelle la simplexité, voir tous les travaux d'Alain Berthoz, etc. Et puis, il y a un problème en classe, c'est que selon les capacités cognitives des enfants, la complexité, ça peut être soit un obstacle, je ne sais plus faire, je ne comprends plus, comment je traite ça? Et ça engendre sur le plan métacognitif une relation à la capacité à traiter la chose, à apprendre. Je comprends pas, je suis pas bon, etc. Donc ça, c'est évidemment très négatif. Mais en revanche, quand l'enfant à un niveau scolaire a des capacités cognitives déjà développées, la complexité pour lui, c'est un défi positif. Donc ce traitement de la complexité, c'est vraiment, pour le coup, pas simple. Pour un même niveau, dans une même discipline, avec 30 élèves différents, cette gestion de la complexité n'est pas simple et ne peut être traitée que par la voie des parcours différenciés. C'est adapter l'accessibilité à ce problème complexe en fonction de la personnalité de chacun. Pour l'instant, y a-t-il une question ou pas? Oui, alors monsieur, allez-y. Vous parlez d'attention, mais est-ce que l'un des problèmes dans notre société, c'est pas justement les problèmes liés à l'attention et à ces outils-là qui... Je vais en parler après, ok? Et si je ne dis pas ce que vous attendez, vous me rappellerez la question, d'accord? On parlera de l'attention après, qui est une fonction cognitive majeure. J'avance? Alors... je voudrais vous dire 2 mots sur la théorie de Daniel Kahneman, qui a eu quand même le prix Nobel pour cela, c'est-à-dire les systèmes de la pensée. C'est-à-dire lorsque vous faites n'importe quoi dans la vie, vous avez toujours 2 systèmes qui permettent de gérer les informations, etc. C'est le système rationnel, vous êtes conscient, vous traitez les infos, vous les manipulez et vous arrivez à trouver la solution. C'est lent, c'est plutôt sûr, ça marche, et c'est volontaire, c'est conscient. Voilà. Ensuite, mais nous ne fonctionnons pas, Dieu merci, que par la pensée rationnelle. À force, si vous voulez, de traiter des informations, de voir les choses, de faire les mêmes gestes avec les mêmes objectifs, on développe des automatismes. C'est ce qu'on appelle les heuristiques en termes de cognition. Et donc, ces automatismes nous permettent de gérer des situations de façon involontaire. On se défait, si vous voulez, de la conscience qu'on a sur les choses, mais on résout quand même la situation. Je sais pas... j'écris un SMS sur mon téléphone, ça va relativement vite parce que je sais à peu près où sont les touches. Je conduis ma voiture, je ne suis plus un apprenti, donc ça file à peu près tout seul. Je me libère de tout un tas de tâches qui deviennent automatiques. Voilà. On n'a plus la même mobilisation attentionnelle, pour le coup, que l'apprenti conducteur. Donc on a automatisé plein de choses. Et l'humain est un être qui a acquis suffisamment d'automatisme dans sa mémoire procédurale, parce qu'un automatisme, on appelle ça en cognition une procédure, pour pouvoir se dégager sa mémoire de travail pour pouvoir réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, en même temps, on est dans le rationnel et dans l'automatisme, mais plus on a d'automatisme, plus ça laisse de l'espace cognitif à la mémoire de travail pour penser rationnellement.
Je vous prends une application pédagogique très simple. L'enfant allophone, par exemple, qui arrive dans la classe en 6e, a beaucoup de mal à manipuler la langue française, il ne la parle pas chez lui, et donc il va mobiliser une grande partie de sa mémoire de travail pour décoder ce que le prof dit, dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Par contre, pour l'enfant qui a déjà une bonne aisance de traitement de la langue, là, lui, lire et entendre les mots, etc., c'est relativement simple. Donc, ça va dégager de l'espace cognitif à sa mémoire de travail pour pouvoir raisonner. Lorsque j'étais proviseur dans des zones un petit peu difficiles de la région parisienne, Argenteuil, Garges-les-Gonesse, etc., on avait ce problème tout le temps. D'où l'idée de développer les automatismes pour permettre à la mémoire de travail de pouvoir traiter rationnellement les choses. Et alors ça c'est le système 1 à gauche, le système 2, non c'est le 1 à droite, le 2 à gauche. Et alors au milieu il y a le système 3, c'est-à-dire c'est celui qui va permettre d'équilibrer le 1 et le 2. Je prends un exemple. Vous êtes conducteur, il y a tout un tas de manipulations des fonctionnalités de la voiture que vous avez automatisées. Vous avez un passager sur la droite, vous parlez avec lui, et lorsque vous communiquez avec lui, c'est surtout le rationnel. Mieux vous avez automatisé, à gauche, à droite, mieux vous pouvez communiquer avec lui. Et le système 3 central, c'est celui qui contrôle, si vous voulez, le ratio du rationnel et de l'automatisme. L'inhibition. En quelque sorte, l'inhibition, c'est un peu la fonction cognitive de contrôle de la pensée. Est-ce que je vais me laisser aller aux automatismes ? À partir de quand je reprends le contrôle rationnel ? Est-ce qu'il n'y a pas des automatismes non pertinents ? Oui, le test en CM1, par exemple, chaque fois que c'est au pluriel, il faut mettre un S. Hein. D'accord, je les place. 4 élèves sur 5 mettent un S. On leur a tellement appris à automatiser le pluriel. Manque de chance, c'est pas un nom, c'est un verbe, il n'y a pas d'S, etc. Ou encore, la maîtrise des émotions relève aussi de l'inhibition, etc. Donc, ce système 3 de la pensée qui est l'inhibition, qui est une fonction cognitive de base, c'est quelque chose qui doit se développer et qui doit se développer avant la maturité adulte, c'est-à-dire en gros avant la vingtaine d'années. Et ça, c'est quelque chose qu'au niveau élémentaire, on ne travaille pas trop, à vrai dire. Donc il y a maintenant de plus en plus d'écoles maternelles, voire en CE1, des choses comme ça, où il y a des exercices de développement de l'inhibition. Le panneau stop. Oh. On passe à la mémoire. Chère madame, puis-je vous demander si vous avez plutôt une bonne, une moyenne ou une mauvaise mémoire? Non, plutôt mauvaise. Plutôt mauvaise. Et vous, madame? Et vous? Pardon. Monsieur, excusez-moi. Ça dépend des contextes. On progresse. Ça dépend des contextes, nous dit. C'est quoi votre prénom? Éric. Voilà, parce que, en fait, la mémoire est un ensemble de dizaines au pluriel, de fonctions mémorielles, toutes spécialisées. Donc, il n'est pas possible, je suis désolé, il n'est pas possible de dire j'ai une bonne ou une mauvaise mémoire. Et c'est là toute la difficulté pour l'enseignant, c'est-à-dire lorsque je demande à un élève de mémoriser, de quelle mémoire s'agit-il? Et en fonction du type de la mémoire, comment vais-je faire pour que l'élève intègre ce que j'ai envie d'intégrer. Si vous voulez, pour aller vite, et je ne vais pas rentrer dans le détail, on a la mémoire des souvenirs, les mémoires épisodiques. En général, ça passe plutôt par là.
dans les hippocampes, plutôt à l'intérieur. On a toutes les mémoires sémantiques, c'est-à-dire des savoirs, tout ce que l'on peut mettre en mots, tout ce qu'on peut expliciter. On a la mémoire des automatismes, les fameuses procédures que j'évoquais juste avant, faire du vélo, laisser ses chaussures, enfin les 1001 procédures que nous avons acquises. Et puis, on a aussi les mémoires sensorielles, c'est-à-dire, est-ce que je reconnais ? Donc, ce sont des mémoires qui sont plutôt situées près des captations sensorielles. Je rentre dans l'amphi et tout immédiatement, je reconnais que c'est un siège, que c'est un ordinateur, que c'est un écran, que c'est un spot, etc. Donc, on a des mémoires de reconnaissance sensorielle qui nous permettent de nous orienter aisément. Bref, et dans chaque catégorie, vous avez des dizaines. Par exemple, pour le son, vous avez la mémoire des rythmes, la mémoire des mélodies, la mémoire des... tout ce qui relève des prosodies musicales, etc., etc. Donc c'est d'une immense complexité. Alors, il y a des règles fondamentales de la mémoire. En gros, il y en a 4, c'est-à-dire à quelles conditions l'élève va-t-il retenir une notion. Alors, si vous prenez les référentiels ministériels, ce sont des référentiels immenses, avec des tonnes de choses dont on attend que l'élève le retienne, mais comment va-t-il faire ? Comment va-t-il faire pour ne pas l'oublier rapidement ? C'est quoi les leviers ? C'est quoi les astuces ? C'est quoi les techniques pédagogiques qui permettent de retenir ce qui nous empêche d'oublier, évidemment, et l'élève vous dira « Non, non, madame, je ne l'ai pas vu l'année dernière et tout. » Si, il l'a bien vu, mais il l'a oublié. Alors, il y en a 4 principaux. La première, c'est ce qu'on appelle les reprises expansées. C'est-à-dire que lorsque on intègre une information pour la première fois, les neurones se cherchent et ils se rejoignent vers d'autres neurones concernés. Donc on crée l'ébauche d'une nouvelle petite population de neurones concernés par cette information. Mais la première fois que ça se fait, c'est à l'état de trace. Il n'y a pas encore de connexion synaptique. Les synapses des neurones ne sont pas encore vraiment bien accrochées. Et si on ne reprend pas, ça va se décrocher. Donc il va falloir activer cette connexion par un jeu de reprise. Mais de reprise quand ? À quel rythme ? Combien de fois ? Et ça a donné lieu à un très grand nombre d'études, et je vais vous montrer après ce que l'on appelle la méthode idéale des reprises à rythme expansé. C'est ça que nous devrions faire à l'école. Donc il y a les reprises, rythme expansé, c'est une reprise, une autre reprise un peu derrière, une deuxième reprise un peu plus loin, une troisième reprise nettement plus loin, etc. Le deuxième secret de la mémorisation, c'est de ne pas recevoir les choses, mais de s'interroger sur les choses. Parce que nous avons un esprit que l'on appelle perceptif, bayésien, disent les experts. On a un cerveau bayésien. C'est-à-dire qu'on ne retient, en fait, que lorsque on s'interroge sur une chose. Et ça a été dit par les intervenants précédents, en particulier celui qui a parlé du développement cognitif chez l'animal. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure. Il apprend lorsqu'il comprend et il avance dans sa compréhension lorsqu'il s'interroge. Je suis dans une situation, est-ce pertinent, est-ce que ce n'est pas pertinent, etc. Et c'est ce jeu-là qui fait que ça modifie vraiment l'organisation des neurones. Voilà, c'est ça. Donc, se questionner. Troisièmement, comprendre, c'est-à-dire la capacité à construire des représentations mentales sur les concepts, que ce soit de la pizza ou de n'importe quelle autre chose, etc., comme le disait le collègue. Donc comprendre, c'est la création de structures, et on ne peut comprendre que si l'on sait déjà. Donc il faut avoir en mémoire un certain nombre d'éléments pour conjuguer ces éléments et construire des représentations de plus en plus sophistiquées. Donc on ne peut pas comprendre si on ne sait pas. Si je ne connais pas les mots d'une langue étrangère, si je ne connais pas la syntaxe du portugais ou de telle autre langue, je ne peux pas comprendre cette phrase qu'on me dit ou que je lis.
On ne peut pas comprendre sans savoir et on ne peut pas mémoriser si on n'a pas compris. Ce sont deux fonctions, compréhension, mémorisation, sont deux fonctions cognitives qui sont intimement liées et ça fait un peu spirale. Et un des arts de la pédagogie, c'est d'arriver à jouer avec ces deux-là, comprendre et mémoriser. Mémoriser pour pouvoir comprendre, et je ne peux incruster dans mes mémoires que si j'ai compris. Et quatrièmement, lié, c'est-à-dire une information n'arrive pas toute seule. Et c'était assez sympa l'explication de la cognition incarnée, parce que ça veut dire à quel point on retient un concept lorsque ce concept est approché par plusieurs indicateurs. Donc il faut lier. Donc il y a tout un tas de techniques pédagogiques, je pense en particulier aux cartes d'organisation, la carte heuristique étant la plus connue, mais qui permettent de lier les éléments entre eux. Alors évidemment, le diable étant caché derrière les buissons, il y a l'oubli. Pourriez-vous dire si les items suivants sont vrais ou faux ? Alors, est-ce qu'on oublie surtout dans un temps long ou surtout dès qu'on vient d'apprendre ? C'est un peu les deux, oui. Après, je vais vous montrer des courbes, vous allez voir. L'oubli, c'est aussi la difficulté de récupérer. C'est-à-dire, on a l'information, on n'arrive pas à la récupérer. Je vous ai déjà vu, je ne sais plus quel est votre prénom, je sais que je le sais, mais je n'arrive pas à le retrouver. Ça, c'est l'oubli. C'est une forme de l'oubli. Mais je l'ai quand même. C'est-à-dire que l'oubli n'est pas binaire, il dépend du contexte, etc. Est-ce que l'automatisme, les automatismes qu'on a accumulés en mémoire procédurale, est-ce qu'on les oublie vite ? À votre avis ? Vous n'avez pas écouté ? Problème d'attention, on en parlera avec monsieur tout à l'heure. Ok. Non, les automatismes, en général, c'est à vie. Vous prenez une dame qui est... Je ne sais pas pourquoi je dis une dame, enfin une personne qui a une maladie d'Alzheimer, elle saura faire du vélo, elle saura monter des marches d'escalier, etc., etc. Donc il y a des automatismes qu'on conserve. Et l'oubli est naturel et incessant. Oui, tout le temps, on a des familles de molécules qui sont là pour oublier. Oh, ben c'est pas de chance. Hein. C'est pas de chance pour l'apprentissage, parce que l'objectif du prof, c'est quand même que l'élève retienne. Mais manque de chance, il y a des processus moléculaires qui font qu'on oublie. Et donc, il faut arriver à avoir des stratégies de consolidation qui surmontent l'oubli. Est-ce que l'oubli est une calamité ? Non, c'est un bienfait, n'est-ce pas ? C'est un bienfait. Parce que si vous reteniez toutes les misères de la vie avec la même intensité, si vous reteniez les millions d'informations qui vous arrivent tous les jours, la vie serait un enfer. Vous prenez le cas de Vietnamine, qui est l'hypermnésique le plus connu du début du XXe siècle, qui n'arrivait pas à oublier. Il avait lu 12 000 livres, dit-on, et il était capable d'en parler à la fin de sa vie. Il n'avait pas oublié. C'était l'enfer. Il s'est suicidé. Hein. C'était insupportable. Alors voilà, les réponses, c'est ça. On oublie surtout au début de l'apprentissage. Alors bien sûr qu'il y a un effet dans le temps, mais on oublie surtout ce qu'on appelle la catastrophe mnésique, c'est tout de suite. C'est au bout de quelques heures, de quelques jours. Donc, ça va vouloir dire que dans sa stratégie d'apprentissage, le prof va tenir compte de cette chute. Parce que si il apprend quelque chose au bout d'une semaine, l'élève il en a perdu une grande partie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est obligé de monter une stratégie de rappel, de consolidation, etc. Donc ça change un peu les choses. Le reste, c'est juste. Et comme je vous le disais, l'oubli, c'est nécessaire à notre équilibre personnel. Ça fait partie de la donnée psychologique de l'équilibre des personnes.
Alors voilà, ça, vous avez peut-être déjà vu cette courbe qui a fait le tour du monde depuis 130 ans. La courbe de l'oubli, la courbe des Binghaus. C'est-à-dire, si vous prenez des éléments qui ne sont pas très liés les uns aux autres, alors au cours du temps, le rappel, la récupération, elle suit cette courbe. Alors je ne dirais pas d'exponentielle décroissante, comme on dit en maths, mais enfin en tout cas, il y a une chute absolument terrible qui fait que, vous voyez, au bout d'une semaine, c'est peut-être un quart de la récupération. Au bout d'un mois, encore moins, au bout de 6 mois, il ne reste pas grand-chose. C'est ça l'évolution naturelle de la récupération des informations plutôt indépendantes les unes des autres, sans traitement. On ne les a pas traitées, on les a simplement reçues, terminées. Alors, la technique, c'est ce qu'on appelle la reprise à rythme expansé, c'est-à-dire que ce n'est pas une échelle arithmétique, c'est bien une échelle quasiment logarithmique, si vous voulez, qui fait qu'en vert, quand on rappelle les... Alors, on va pas le rappeler au bout de 10 minutes, hein, il faut être réaliste, ni même au bout d'un jour. Mais peut-être qu'au bout d'une semaine, il faudra commencer à se poser la question, est-ce que je réactive ces notions-là chez les élèves ? Comme on ne peut pas tout réactiver, d'où l'intérêt de flécher ce qui est essentiel, et à coup de 3-4 reprises d'une information qu'on a acquise en septembre, eh bien, non seulement en juin, on est capable de la rendre, mais en plus, l'année d'après aussi. Donc, il faut mettre en place une stratégie de reprise, et en plus, une stratégie de reprise adaptée. Alors vous allez me dire, oui, je ne sais pas s'il y a des collègues profs dans la salle, oui, mais alors c'est une usine à gaz, votre truc, etc. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des techniques, et en particulier, on est de plus en plus aidé par les outils éclairés par l'intelligence artificielle qui permettent de dire à un élève, ah, c'est plutôt ça que tu as oublié, tac, allez, je te la réactive par un jeu de questionnement, etc. Et donc, à la fin de l'année, l'élève de terminale, il n'aura pas besoin de réapprendre tout le stock d'éléments sémantiques, il l'aura. Alors, il y a des techniques qui marchent très très bien. Nous, on l'applique dans des classes à examen ou même pas à examen, etc. Et ça marche plutôt bien. Y a-t-il une question là-dessus? Quelle heure est-il, cher ami? 47. Combien? 47. Il est 47. Il est 47. En 3 minutes. Je dois vous faire 3 heures d'exposé. Ça va être très compliqué. Y a-t-il des questions sur l'histoire de la mémoire? Ok, merci. Alors, on continue. Donc, le cerveau prédictif, c'est ça. Nous avons tous un cerveau prédictif. On est 1000 fois par jour confronté à une situation de questionnement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Où dois-je aller? Que dois-je faire? Comment je cuisine ma pizza? Etc. Comment répondez-vous à la question? Eh bien, vous allez chercher dans votre mémoire. Ah, je l'ai déjà fait, c'est plutôt comme ci, comme ça. Mais peut-être que vous n'êtes pas sûr du coup. Donc, à ce moment-là, vous générez des hypothèses et vous essayez de répondre à ces hypothèses. Il y a 2 solutions. Soit l'hypothèse était bonne, l'élève a 18, c'est bon, etc., il savait bien répondre, mais lorsqu'il fait cet exercice de récupération, en fait, il confirme. Il n'apprend pas. Donc, ce n'est pas intéressant au niveau de l'apprentissage. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a un écart, ce qu'on appelle l'écart de prédiction. D'où la transformation du concept d'erreur. En fait, on apprend par l'erreur. Les sages orientaux le savent depuis des siècles. Mais est-ce qu'on le fait vraiment en classe? Pas tant que ça. Donc là, il y a aussi une modification à opérer. Alors, pour la consolidation mémorielle, pour vous dire que derrière mon petit propos là, il se cache plein d'outils. Vous avez par exemple, basé sur l'IA, la technique Anki, qui est connue depuis longtemps des cadres sup qui veulent apprendre rapidement une langue étrangère, mais qu'on applique de plus en plus en classe. Et on est en train de développer tout un tas d'applications numériques de mémorisation. Et puis vous avez des choses beaucoup plus simples comme la fiche mémo, des petits groupes d'auto-interrogation. Enfin, il y a 1000 modalités qu'on peut introduire en classe pour consolider.
Ensuite, il y a évidemment derrière ça, il y a l'implication, c'est-à-dire je suis dans la situation, je ne suis pas dans la situation simplement de recevoir comme je le fais très maladroitement avec vous ce matin, mais je suis dans la situation et j'y vais par essai, erreur, etc. C'est ce que évoquait notre collègue tout à l'heure. Alors là, il y a une multitude. Donc il faut passer, si vous voulez, de la transmission simple à l'implication, en tout cas par le mariage avec un bon ratio entre les deux. Et on vient à l'attention. OK, regardez bien l'étoile. Vous êtes prêts ? C'est quoi votre prénom ? Gaïane. C'est magnifique. Merci. Qu'est-ce que vous avez vu ? Le bonhomme qui sourit en jaune. Une émoticône qui souriait ? Attendez, ça va pas entre nous. Hein. Je vous ai demandé de regarder l'étoile. Je ne vais pas demander de regarder l'émoticône. C'est quoi la consigne ? Alors vous êtes l'élève, on vous donne une consigne, vous faites autre chose. Alors, c'est ce qu'on appelle un distracteur. Nous sommes tous munis d'un système de distracteurs par rapport à quelque chose qui se développe je veux dire, un peu dans le même contexte et tout. Il y a quelque chose d'un peu singulier, visuel, auditif, une molécule, une odeur, etc. Immédiatement, votre système cognitif est animé par une distraction. Et ça, la nature nous a offert ce cadeau pour nous prévenir éventuellement de tout un tas de choses. Mais le problème, c'est que le gamin en classe, il est aussi soumis aux distractions, la règle qui tombe, le camarade qui raconte une bêtise, enfin tout un tas de trucs comme ça. Donc il faut gérer les distracteurs. Et ça, c'est un grand problème de la focalisation de l'attention. Regardez la photo qui va suivre. Attention, ça va durer 8 secondes. Toc. Chère madame, est-ce que vous sauriez répondre aux 4 questions ? Pas trop, hein ? Et vous êtes étudiante ? Non, je me diplômais. Vous sauriez répondre aux 4 questions ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'humain a des capacités attentionnelles, je vais m'arrêter bientôt, très limitées. Donc il faut travailler le développement d'attention chez les enfants. Ça se développe, alors voir Jean-Philippe Lachaud, qui est votre voisin, il n'est pas loin, département INSERM, développement d'attention chez l'enfant. C'est un des plus grands spécialistes internationaux de l'attention chez l'enfant. Et il vous dira que... alors ça, j'en ai parlé. Tiens, c'est marrant, j'ai presque fini. Il vous dira, l'attention, ça se développe surtout chez le petit, et il faut surtout distinguer l'attention et la concentration. La concentration, c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus précis, et on devrait développer le concept d'attention chez les enfants en précisant la cible, en disant pourquoi on fait attention. C'est ce qu'on appelle l'intention de l'attention. Et puis, comment on fait quand on fait attention. Et donc, ça, c'est un triptyque, si vous voulez, d'activités où on apprend aux élèves à développer leur attention. Donc, il y a tout un travail de développement sur l'attention. On n'aura pas le temps, cher ami, mais on peut en parler en particulier, si vous voulez, sur votre... voilà. Et alors, j'ai un petit peu abordé ce problème de la métacognition qui fait partie du développement des capacités cognitives chez les enfants, en tout cas de leur rapport à l'apprentissage. Ça se développe énormément. On fait partie du groupe national de réflexion sur comment on introduit la métacognition en classe, c'est-à-dire c'est quoi les bonnes stratégies, c'est quoi la difficulté, comment on surmonte une difficulté, comment je me défais des biais socio-cognitifs, la charrette est trop lourde quand on en a trop, etc. C'est quoi l'erreur, comment je développe la confiance en soi. Tout ça, c'est un peu psycho-cognitif. Oui, je vais m'arrêter, etc.
Alors voilà, donc nous on est dans ces interfaces-là, on part de la recherche, on communique comme je le fais avec vous ce matin, on forme, on invente des modalités qu'on met à l'épreuve. Donc on a des milliers d'applications et on fait des collectes de données sur les effets, etc. Et ça aboutit à une pédagogie plus adaptée. Voilà, alors, moi j'étais content de venir là ce matin. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas plus d'étudiants parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants en psychocognitive. Donc j'ai cru comprendre qu'il y en avait quand même quelques-uns qui sont intéressés par la psycho de l'apprentissage. Et actuellement on a 5, 6, 7. On a 7 stagiaires en psycho-cognitive, soit en M1, M2, soit doctorants, qui s'intéressent au monde particulier de l'apprentissage. Voilà. Et je dois même dire qu'on est un peu débordé par les demandes. Ça intéresse de plus en plus les étudiants. Alors, ça, c'est simplement pour vous montrer. On fait des conférences, des événements, etc. Voilà, l'année dernière, les intervenants qui ont participé à nos boulots. Steve Masson, j'ai vu qu'il y avait un livre à l'accueil. Latimier, Sander, le spécialiste des émotions auprès de l'apprentissage. Lachaud, à gauche, qui est donc le spécialiste de l'attention, Joël Proust, qui est une éminente prof de Normal Sup, spécialisée dans ce qu'on appelle la métacompréhension. Bref, nous brassons un petit peu tous ces domaines-là. Voilà. Oh non, je me trompe de sens, pardon. Voilà, alors si vous voulez nous contacter, c'est très facile. Vous pouvez aller sur notre site, etc. On a des centaines et des centaines de ressources. J'espère vous avoir à peu près convaincu que c'était une voie d'avenir pour l'évolution de la pédagogie. Chers amis, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. Merci à vous Jean-Luc Berthier pour cette présentation, c'était super intéressant, merci. Je vous invite à poser les questions peut-être en dehors de l'amphi parce qu'on va devoir enchaîner sur la prochaine conférence, je suis désolée. Voilà, mais donc si vous voulez rester, la prochaine conférence est intitulée « Booster l'apprentissage et la performance par la visualisation ». Donc voilà, on va accueillir Aymeric Guillot dans 5 minutes. Merci.